Depuis quelques années, on a vu que la société française avait été exposée à un ensemble de menaces et de crises majeures. La dernière, c'est celle du Covid, mais on a vu précédemment tout le volet sécuritaire avec les attentats. Et donc, la question de la résilience a émergé dans le champ du débat politique et du débat public pour essayer de répondre à cette question d'une vulnérabilité persistante de nos sociétés et de nos territoires et d'essayer de construire ensemble une stratégie pour renforcer d'une part la résistance au choc et pour s'adapter aux menaces, celles qui sont déjà identifiées, mais aussi celles qui arriveront probablement dans le futur. On pense ici évidemment aux conséquences du changement climatique. Et puis, sur un plus long terme encore, un ensemble de menaces qu'on n'a pas forcément identifiées, mais dont on le sait qu'elles arriveront. Donc la résilience, elle prend vraiment son sens dans ce nouveau rapport à la vulnérabilité où notre société accepte sa vulnérabilité, accepte le fait qu'elle puisse être victime d'un certain nombre de menaces et en même temps le refus du fatalisme qui conduirait à ne pas agir, à repousser l'action. Donc la résilience, elle offre aujourd'hui cette perspective de dire on peut réduire sa vulnérabilité, on peut, malgré l'inéluctabilité de certaines crises, apprendre à faire face et on peut, par rapport à ces crises, tirer des leçons qui nous permettront à terme de mieux répondre aux crises futures et de mieux répondre à ces menaces dont une partie sont encore très incertaines, une partie sont mal identifiées, une partie aussi sont connues. La vulnérabilité va correspondre à la fragilité d'un territoire, d'un système, d'un bâtiment, d'une personne par rapport à un choc ou une pression lente, par exemple une catastrophe naturelle, une catastrophe sanitaire ou bien une transition économique, une pression comme le changement climatique. Donc on va regarder à travers la notion de vulnérabilité comment ces enjeux, ces éléments qui sont exposés aux menaces vont réagir et vont subir des dommages. La vulnérabilité, c'est une notion qui s'applique à un ensemble d'éléments. Ça peut être aussi bien des individus que des groupes sociaux, des territoires, des entreprises, des tissus économiques. Les chercheurs ont développé un ensemble d'indicateurs qui permettent de caractériser cette vulnérabilité et qui permettent de la mesurer, de voir comment elle évolue. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, les populations, quand on regarde les individus, on se rend compte que tout le monde n'est pas vulnérable à la même chose et pas au même degré. Et ce qui apparaît dans l'ensemble des études qui ont pu être menées maintenant depuis plusieurs décennies, c'est que sur les populations, et on retrouverait la même chose sur les territoires ou les entreprises, on a des facteurs qu'on appelle des facteurs structurels de vulnérabilité, qui sont finalement des facteurs qui sont liés au contexte local, mais aussi au contexte macroéconomique, au contexte politique, au contexte culturel, au contexte social. Ce qui fait en fait que la société dans laquelle on vit, ou le territoire dans lequel on vit, est celui qui est. Et on se rend compte que du coup, au sein d'un territoire, par exemple, on va avoir des populations qui sont plus vulnérables que d'autres. Et que cette vulnérabilité est essentiellement liée à trois facteurs. D'abord, des caractéristiques personnelles. On sait par exemple que les personnes âgées sont souvent plus vulnérables ou que les tout petits enfants sont plus vulnérables parce que leur capacité de résistance physique n'est pas la même. On va ensuite avoir des facteurs qui sont liés à l'accès à un ensemble de ressources. Ressources économiques, le capital économique, mais par exemple aussi le capital culturel, le capital social, c'est-à-dire le fait que vous êtes inséré dans des réseaux de voisinage, des réseaux familiaux, des réseaux amicaux, des réseaux professionnels. Et puis, vous avez des facteurs macro, qui sont l'ensemble des mesures qui sont prises ou pas par les acteurs politiques et économiques du territoire pour permettre justement aux individus d'accéder aux ressources, mais aussi à la sécurité. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on veut agir sur la vulnérabilité, on peut agir sur ces trois niveaux. Et en particulier, pour agir de façon pérenne sur la vulnérabilité, pour agir de façon durable, il est impérativement nécessaire d'agir sur ces causes structurelles. Et l'action sur ces causes structurelles, elle demande des transformations profondes qui sont souvent extrêmement coûteuses du point de vue économique, mais aussi social et environnemental, et qui appellent de véritables transitions. Et c'est là qu'on voit le lien avec l'adaptation. C'est-à-dire que quand on est dans la réduction des menaces, on a deux stratégies possibles. La première, c'est d'atténuer la menace par des actions sur les aléas, par des actions sur les vulnérabilités, sur les expositions. On peut aussi avoir des actions de transformation plus ou moins brutales et plus ou moins profondes, qu'on appelle l'adaptation, et qui vont permettre de diminuer la vulnérabilité sur le long terme. Et donc cette
question de l'atténuation, adaptation, transition, elle est fondamentale aujourd'hui pour comprendre et pour mettre en œuvre les processus qui permettront de réduire les vulnérabilités de demain. Et ça demande souvent de se concentrer effectivement sur ces catégories de population ou sur des catégories d'entreprises ou sur des catégories de territoires qui présentent des spécificités qui les rendent à un moment plus fragiles que d'autres par rapport aux menaces qui existent ou aux menaces futures. La résilience, c'est plutôt le pendant de cette vulnérabilité, c'est l'idée de se dire que des éléments qui sont frappés par des chocs ou qui sont soumis à ces pressions lentes ont la capacité à un moment de dépasser ces chocs, de les absorber, de maintenir leur fonctionnement, même en mode dégradé, de résister, de s'adapter, de se transformer pour finalement dépasser le choc et survivre, se relever, se reconstruire et, dans certains cas même, s'améliorer. Alors, le rapport entre résilience et vulnérabilité fait beaucoup débat parce que, pour certains, la résilience et la vulnérabilité s'opposent terme à terme. À partir du moment où vous allez réduire la vulnérabilité, c'est-à-dire réduire la capacité, la propension d'un enjeu à être victime de dommages, vous allez mécaniquement augmenter sa résilience. Pourtant, quand vous regardez l'histoire des catastrophes et des crises, vous vous rendez compte que certains enjeux extrêmement vulnérables peuvent aussi être extrêmement résistants et extrêmement résilients. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à agir en amont des catastrophes pour réduire la vulnérabilité, pour mieux préparer les organisations, pour mieux préparer les territoires, comment ensuite on est capable, pendant les crises, de mettre en place un ensemble de réponses adaptées à ces crises pour atténuer les dommages qu'elles vont provoquer, et puis comment, une fois que la crise est en train de se résorber, la société, les organisations vont pouvoir tirer des leçons de cette crise pour réduire leur vulnérabilité antérieure, pour diminuer cette propension à subir des dommages. Donc finalement, la résilience, elle va permettre moins de donner un point d'aboutissement que de fournir à un certain nombre d'opérateurs des outils, des méthodologies qui vont permettre de parler autrement de la vulnérabilité, de ne plus en faire une malédiction pour les individus ou les territoires, de ne plus les condamner à l'inaction, mais au contraire de restaurer une capacité d'action face à ces menaces du futur. Et évidemment, on pense au changement climatique, on pense aussi aujourd'hui aux crises sanitaires, on pense aux crises économiques. Nous vivons effectivement dans un monde qui est complexe et incertain. La résilience est sans doute aujourd'hui un argument, une forme de discours qui permet à des individus de s'approprier ces menaces et de ne pas se limiter à leur caractère anxiogène, mais bien de développer des stratégies d'action en se projetant dans le futur, dans le temps moyen et dans le temps long, pour développer vraiment des mesures, des solutions qui permettront effectivement de réduire la vulnérabilité des populations et des territoires. Et moi, mon travail en tant que chercheur aujourd'hui, c'est non seulement de donner la parole à ces personnes, de donner aussi la parole à ces territoires qui sont marqués par des catastrophes et de montrer que derrière les questions de résilience et de vulnérabilité, il y a d'abord un choix politique. Un choix politique au sens noble qui fait que la résilience n'est pas un donné, n'est pas qu'un récit glorieux du relèvement, c'est aussi des drames, c'est aussi des choix personnels et des choix personnels qui sont souvent contraints par les facteurs structurels de vulnérabilité, la pauvreté, l'accès à l'éducation, les inégalités hommes-femmes, les inégalités territoriales, les inégalités entre les âges, et qui font qu'aujourd'hui, finalement, se pose la question de la justice environnementale, de la justice sociale, qui fait qu'à un moment donné, nos sociétés vont devoir réfléchir collectivement sur qui paye les coûts de la sécurité, comment est-ce qu'on partage le fardeau qui est imposé par les menaces, que sont le changement climatique, que sont la crise de la biodiversité, mais que sont aussi les menaces terroristes, les menaces sanitaires, les menaces économiques. Par contre, la résilience replace au cœur du débat démocratique ces questions éthiques et ces questions politiques. Et en ce sens, elle marque vraiment un tournant dans la politique sécuritaire, parce que finalement, elle est une occasion unique de remettre sur le tapis ces questions-là qui avaient été occultées, parce que finalement, on préférait laisser la technique, on préférait laisser l'ingénierie, on préférait laisser les experts s'exprimer. Or, avant la technique, avant l'ingénierie, avant l'expertise, il y a ce besoin de discussion, de dialogue, de construction commune. On peut parler de gouvernance, mais aussi de participation
qu'il s'agisse des individus, des citoyens, des acteurs publics, des acteurs privés, quel que soit le champ de la résilience, pour justement décider de ce qu'on va faire et des coûts qu'on est prêt ou pas à accepter pour mettre en œuvre ces mesures. La résilience, en fait, elle permet aussi de réfléchir aux questions de gouvernance au sein des territoires, entre les différents types d'acteurs, entre les différents territoires. Et puis, elle est aussi une occasion au sein des services pour décloisonner entre les différents secteurs, entre les différents métiers. Et donc, c'est finalement dans toutes les collectivités territoriales où la résilience est aujourd'hui mise en œuvre, on voit une évolution des pratiques qui permet aux gens à nouveau de travailler ensemble et de se parler différemment. Et ça peut vraiment être un atout pour les collectivités territoriales pour justement dépasser le fonctionnement en silo et remettre à l'ordre du jour des problèmes qui sont très bien connus par les agents, qu'ils ont parfois du mal à faire porter, et finalement les regarder un petit peu autrement pour permettre aussi aux élus et aux populations et aux entreprises de s'approprier ces questions et donc d'avoir un écho plus large et une efficacité plus grande. Le discours de la résilience est performatif. C'est-à-dire que finalement, la résilience, elle se construit sur les territoires en se faisant, parce que les gens décident de donner un contenu à ce terme. Jusque-là, on avait des mots qui étaient bien bornés, des référentiels qui étaient bien bornés. Ici, c'est plutôt la résilience se fait en s'inventant finalement. Et ce sont les acteurs du territoire qui lui donnent un contenu qui est adapté au territoire. Et l'image qui me marque aujourd'hui et qui fait que je poursuis ma recherche sur ces sujets-là, c'est une image c'est un monsieur, c'est un serveur d'Haïti qui a été interrogé par une de mes doctorantes qui s'appelle Élie. Et Élie a perdu son fils dans le séisme de 2010, son petit garçon de 5 ans qui a été écrasé par sa maison. Et Élie est retournée travailler le lendemain ou le surlendemain. Et quand ma doctorante, Famille Dibédites, lui pose la question, mais vous avez fait preuve d'une résilience extraordinaire, Élie lui dit, je suis allée travailler la peur au ventre, madame, parce que il fallait que je paye l'enterrement de mon fils. Et ce qu'on appelle résilience, ça peut être aussi simplement le fait que ces personnes qui sont victimes sont condamnées à un moment à se relever pour la survie. C'est pas de la force de caractère, c'est juste simplement un moment que les structures sociales, économiques font que les gens n'ont plus le choix.